de retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono spécial Canada. Et là, nous allons parler de la vie au quotidien. Et pour ce faire, je reçois 4 invités, tous les 4 d'une partie du Canada ou des Canada. Je ne sais plus comment il faut qu'on dise. Donc, Rémi Paris, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Rémi Paris, donc je suis franco-canadien et je suis directeur du marché des particuliers pour Desjardins, qui est le premier groupe financier coopératif au Canada. Pour faire court, c'est un peu... crédit coopératif, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que c'est une banque mutualiste qui ressemble à des banques comme le Crédit Mutuel, qui est donc possédée par ses membres, et c'est nous qui décidons de l'avenir de notre organisation. Donc c'est une belle façon de faire des affaires de manière responsable. Merci beaucoup. Alors, Marilène Garceau, bonsoir. Bonsoir. Donc vous faites du conseil pour les Français et les Canadiens, mais de Paris pour aller... au Canada. Alors, c'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Pour les entreprises, c'est toute la partie gestion des salariés expatriés, également recrutement de talents, particulièrement dans les métiers en main-d'œuvre pénurique, et les individus ou les conjoints des deux premiers sur tout le développement personnel et l'intégration avant de partir et en arrivant. Je suis canadienne d'origine, maintenant française, et en France depuis une vingtaine d'années. Très bien. Alors, puisqu'on parle en France on a donc une Canadienne qui est en France depuis une vingtaine d'années, on a donc une Française qui est au Canada depuis une vingtaine d'années. Oui. Donc, Solange, bonsoir. Bonsoir, François. Alors, dites-nous un petit peu. Donc, Solange Trom, basée au Canada depuis 90, 5 ans à Montréal, 5 ans à Vancouver et maintenant depuis 18 ans, bientôt 18 ans à Toronto. Aujourd'hui, associée dans un cabinet de développement stratégique, donc on s'occupe principalement d'entreprises qui veulent se développer en Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis, mais aussi d'entreprises canadiennes qui veulent se développer en France. Et je suis anciennement la présidente de l'Occitane Canada que j'ai développée pendant 12 ans. Très bien. Et notre dernier invité, Philippe Rousseau, il nous fallait un avocat. Oui, on s'apprend toujours un avocat en Amérique du Nord, de toute façon. Dites-nous un petit peu comment ça se passe pour Philippe Rousseau, moi je suis né en France, ça fait 20 ans que j'habite au Canada. Je suis avocat basé à Montréal et je suis associé dans un cabinet américain qui est spécialisé en immigration et je gère les opérations sur le Canada, donc immigration d'affaires. S'occupant de tout ce qui est... Très bien, merci beaucoup. À s'installer au Canada. On a plein de gens qui font du conseil, qui vont nous accompagner. On va justement aller interroger Blanche Pimpin, qui est directrice des opérations pour Europe Auto Vacances. Et quel est le coût de la vie au Canada dans ces différentes provinces? Je dirais que le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique, dans l'Ouest, sont les 3 provinces où le coût de la vie est le plus élevé au Canada. Après, les autres provinces, bon, il y a moins d'emplois, il y a moins de personnes, donc on a des coûts de vie un peu moins élevés. Après, au Québec aussi, si vous allez dans certaines régions, dans le nord du Québec, où vous êtes un peu plus éloigné, vous avez des primes d'éloignement, vous avez des salaires peut-être plus intéressants, vous avez un coût de vie, vous vivez mieux, mais vous n'êtes pas dans un grand centre urbain. Donc il y a aussi, par rapport au Québec, qui est une province immense, vous avez la possibilité aussi d'avoir des superbes maisons pour pas cher, des très bons emplois en région, mais il faut, à ce moment-là, c'est de composer avec l'éloignement par rapport à un grand centre urbain qui offre des services et une offre culturelle qui est très importante. De retour sur ce plateau. Alors justement, concernant les coûts de vie, Rémi, comment ça se passe? Comment vous voyez les choses? Comment vous percevez les choses? Et je pense que le coût de vie est très variable à travers le Canada, de la côte Est à la côte Ouest. Si je ne prends que le premier poste de dépense d'un foyer qui est le loyer ou les dépenses d'habitation, quand on regarde les statistiques, pour un petit 2 pièces, les prix peuvent varier de 600 $ par exemple dans la ville de Trois-Rivières au Québec. Ça peut monter jusqu'à 1400 1500 $ pour des petits appartements de la côte ouest à Toronto ou à Vancouver. Donc après, le delta se fait à Montréal autour de 800 $ et la moyenne peut être autour de 900. Donc là, c'est le premier grand point des dépenses. Le deuxième qui surprend beaucoup les Français quand on arrive, et on l'évoquait lors de l'émission précédente, c'est effectivement le coût de la téléphonie, puisqu'elle est beaucoup plus chère que ce qu'on connaît en France, notamment avec des forfaits mobiles qui tournent autour de 65 $ pour des appels illimités, mais que 8 gigas de données. Et puis, si on parle de téléphonie, d'Internet à domicile, on est plutôt autour de 90, 100, jusqu'à même 120 $ pour une box
tels qu'on les connaît en France, donc beaucoup plus chers que ce qu'on connaît en France. Alors, je sais que vous basculez entre la France et le Canada en ce moment dans le cadre d'une création. Comment vous vivez justement cette différence de coût de vie et comment vous analyseriez en fonction des provinces au Canada ? Alors c'est drôle, moi je vis à Toronto et Toronto c'est avec Vancouver la ville la plus chère du Canada et effectivement comme disait Rémi, bon déjà c'est très difficile de trouver un loyer à Toronto puisque les gens ont tendance à acheter, donc il y a très peu de locations qui sont disponibles et souvent quand vous avez des locations, les appartements c'est des tout petits appartements, l'appartement familial à la parisienne n'existe pas. Du coup on est obligé de louer une maison et souvent vous allez vous retrouver dans des maisons qui sont prêtes à la démolition et qui sont loués pendant 1 an en attendant que les permis soient donnés. Donc c'est un marché de la location qui est vraiment très difficile. Vancouver, c'est un peu la même chose parce qu'ils ont une immigration asiatique qui est énorme et donc ça a fait grimper les prix et on se retrouve avec des loyers qui sont sensiblement plus chers aujourd'hui que la moyenne de 1400. 1400, ça va être pour un tout petit studio et probablement pas au centre-ville de Toronto. Alors à Montréal, comment vous voyez les choses ? Alors le marché montréalais traditionnellement est beaucoup moins cher. Il y a actuellement une offre énorme de ce que les Québécois appellent des condos, qui sont des appartements en copropriété versus l'appartement québécois qui lui est locatif. Mais les prix sont de toute façon beaucoup moins chers qu'à Toronto, aussi bien en locatif qu'en achat de propriétés résidentielles. Alors Marilyn, comment vous faites pour préparer les gens à ce marché assez éclectique en fait ? Dans le cas de bien comprendre les différentes villes, nous proposons un voyage exploratoire. C'est toujours mieux de faire un voyage qui, peut-être à une période de l'année où les billets d'avion sont un peu moins chers, ou prévoir un voyage en amoureux et de creuser en même temps, pour permettre de sentir et de vivre. Si le voyage confirme l'installation parfaite, s'il dit non, on n'y va pas, eh bien, il faut faire attention et écouter son instinct. Je dirais après, lorsqu'on y va, la première année, on a dépensé beaucoup sur ce voyage et tout, sur cette préparation, mais il ne faut pas nécessairement prendre la grosse voiture comme tous les Canadiens et puis tout de suite exagérer dans toutes les activités pour sensiblement s'intégrer du pareil. Il faut trouver un équilibre et y aller doucement la première année. Dans la première année. Alors, concernant votre expérience personnelle, puisque vous venez de revenir en France, mais vous êtes arrivé au Canada à un moment, comment ça s'est passé ? Alors, au niveau du coût de la vie, moi, j'ai trouvé, effectivement, venant de Paris, que, effectivement, mes dépenses, globalement, étaient plutôt favorables. J'avais plutôt tendance à mieux vivre. Et parfois, je fais un comparatif. Si on vit à peu près avec 2000 € par mois en France, on peut retrouver à peu près la même qualité de vie à 2000 $ par mois à Montréal. Alors le coût du dollar varie, mais je retrouvais à peu près le même niveau de vie. Mais c'est vrai qu'on en parlait, l'alimentaire est au même prix, voire peut-être plus cher pour certains items. L'alcool est plus cher, les transports sont à peu près identiques. Donc c'est vraiment une équation qui est très complexe et qu'il faut... C'est un autre paradigme. C'est un autre paradigme et c'est dur de répondre uniquement à la question de manière très... Et si donc j'ai besoin d'un compte en banque du coup pour faire tout ça, alors comment ça se passe ? Parce que là, on a un banquier, il faut lui poser la question. Oui, alors pour un compte en banque, nous on recommande d'ouvrir le compte avant le départ. C'est quand même une formalité que vous n'aurez pas à faire en arrivant. C'est très simple, nous on offre une ouverture en ligne sur desjardins.com/ouvrir compte. On remplit un questionnaire, on envoie le passeport et le visa et on a le compte qui est préouvert. On transfère les fonds et arrivé sur place, on peut vous remettre vos moyens de paiement. Donc, alors, il y a une différence justement dans le vocabulaire, en tout cas, comment ça se passe ? Alors, au Canada, ce qui est très particulier, c'est qu'on vit toujours avec 2 cartes de paiement. On vit d'abord avec une carte de débit, qui est une carte de débit immédiat. Donc là, vous la voyez directement à l'écran. À l'écran, donc c'est la carte grise. Pour Desjardins, c'est une carte qui permet de retirer de l'argent, de payer chez les commerçants. En revanche, elle ne permet pas d'avoir de fonction Visa ou Mastercard, donc de ne pas faire d'achat en ligne. Et surtout, elle ne nourrit pas l'historique de crédit. Alors, l'historique de crédit, c'est une spécificité canadienne. C'est une note que tous les résidents canadiens ont au-dessus de leur tête, qui est donnée par 2 organismes indépendants que sont TransUnion et Equifax, qui regardent toutes vos habitudes de paiement, les prélèvements, paiement de factures, utilisation de crédit, et qui vous donnent une note bonne ou mauvaise qui se construit avec le temps. Donc plus vous payez bien et à l'heure vos factures, plus votre note monte. Si vous avez des accidents, elle descend.
Et cette note est importante et il faut la construire dès votre arrivée. Parce qu'on va vous la demander si vous cherchez un logement. Certains propriétaires vont vous demander accès à votre historique. On va vous le demander, on parlait du téléphone, et ça m'est arrivé, hein, pour le téléphone cellulaire, j'ai eu 3 entreprises qui m'ont refusé parce que je n'avais pas d'historique. On va vous le demander, parfois un employeur va demander accès à votre historique criminel. C'est un peu l'équivalent de la note Banque de France pour une entreprise en France. Oui, ça serait un peu la même chose, et sauf que pour un particulier, la note Banque de France ne donne que les très mauvais payeurs, alors que l'historique de crédit, il donne toutes les gradations du très mauvais au très bon, et il peut vraiment vous ouvrir des portes s'il est bon. Donc c'est vrai qu'on recommande vite de prendre les 2 moyens de paiement, et la carte de crédit, on peut la prendre dès le début, et c'est vraiment un passage obligé, même pour les Français qui sont un peu hésitants à vivre à crédit. Oui, sauf que la grande, en fait, si je me permets, la grande différence avec le Canada, et je le vis maintenant à l'envers, c'est qu'au Canada, on a du crédit. La carte de crédit est une carte de crédit. La carte Visa, on n'est pas obligé de la payer dans son entité. Tous les mois, on ne peut payer que... Quel est le montant minimum ? 5% minimum. Et c'est d'où vient cet historique du crédit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne payent jamais la balance totale de leur facture et qui deviennent des mauvais payeurs. Et donc, ce qu'on fait souvent, moi je le fais avec mes fils, c'est qu'ils ont eu des cartes de crédit très jeunes pour bâtir, comme dit Rémi, leur crédit, mais ils ont l'obligation de payer leur facture en entier à la fin de chaque mois. Et ça montre qu'ils sont des très bons payeurs et donc ils construisent... Ils ont une excellente bonne note. Voilà. On se retrouve dans quelques instants après cette petite page de pub. Retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International où nous parlons sur une spéciale Canada, nous parlons de la vie au quotidien. Donc nous avons bien abordé la notion bancaire et la notion coût de vie. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir un peu l'aspect fiscal. Alors je vais me tourner quelques instants quand même vers notre avocat préféré. Comment vous faites percevoir cet aspect très spécifique de la fiscalité pour les Français qui arrivent là-bas? Quand on est Français, qu'on arrive au Canada, il faut découvrir, surtout si on s'installe au Québec, c'est qu'il y a une déclaration québécoise à remplir et une déclaration fédérale à remplir. Donc il y a 2 déclarations d'impôts. Ça, c'est le premier point. Avec donc des taux d'imposition qui sont différents. Ensuite, sur les salaires, alors je comprends qu'en France, c'est un projet où ça va bientôt être mis, mais au Canada, il y a le système de l'imposition à la source. Donc l'impôt sur le revenu et les charges sociales sont déduits directement de la feuille de paye. Donc ce que l'employeur verse, c'est ce que les comptables appellent le net en poche, versus le système français, où il y a encore, c'est quasiment du... Oui, on a failli faire. C'est quasiment du brut. Donc c'est vraiment les 2 trucs culturels à regarder en premier. Alors après, en fonction des provinces, vous avez des provinces qui taxent plus que d'autres. L'Alberta était, l'actuel gouvernement est un peu moins... libéral en matière de fiscalité, pour utiliser les termes français, mais la province qui taxe quasiment le moins, le Québec, est celle qui taxe le plus, avec un taux marginal pour l'impôt sur le revenu d'à peu près 50%, à partir de 130 000 $ ou un truc comme ça. Donc ça, c'est les principales différences. Maintenant, entre la France et le Canada, où est-ce que l'on est le mieux fiscalement ? C'est vraiment du cas par cas en fonction de sa situation patrimoniale, de ses revenus, de sa composition de famille. On ne peut pas donner une règle d'or tout de suite, ça c'est mieux versus l'autre. Bon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'au Canada, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, ou de son dérivé tout nouveau en France. Et l'impôt sur les successions n'existe pas, puisque la succession est taxée sur la tête du défunt et non dans les poches des héritiers. Les héritiers. Il faut par contre... regarder ses contrats de travail. Alors, il y a des choses qui sont imposées, comme les avantages en nature, la voiture, si l'appartement est payé et tout. Donc, lorsqu'on a une offre pour aller au Canada, on veut, en amont, parce qu'on se prépare toujours,
faire une analyse de son foyer fiscal mondial. Alors, il n'y a pas moyen, je vous le dis, je suis désolée, il n'y a pas moyen d'optimiser des deux côtés de la planète, mais comme un fiscaliste a dit à un de mes clients une fois, si vous faites de l'argent aujourd'hui, vous avez de l'argent, ben vous en faites, vous payez les impôts qui vont bien, stabilisez votre situation, attendez de pouvoir éventuellement investir au Canada sur des plans retraite et tout, puis après, vous basculerez vos investissements. L'idée, c'est aussi de réfléchir sur le global et sur le long terme. Il y a un point, manifestement, où on doit avoir aussi un état de notre patrimoine avant d'arriver. Oui, alors c'est en cas de départ du Canada, il y a une règle où vous êtes taxé sur la plus-value que vous avez accumulée lors de votre statut de séjour en tant que résident fiscal canadien, qui est encore une notion complexe à définir. Donc effectivement, si on arrive en sachant, au jour d'arrivée sur le territoire canadien, je vaux une somme de temps. Si vous ne partez jamais, bon, ça se réglera à votre décès. Si, au contraire, vous quittez le Canada, vous ne devenez plus résident fiscal canadien au bout de quelques années, vous remplirez cette déclaration. Ça servira de base pour calculer pour faire ce différentiel. Quel est le montant d'impôt que vous devrez aux autorités fiscales. Qui vivez un pied en France, un pied au Canada. Mais c'est justement le cas dans lequel je suis, puisque ça fait 28 ans que je suis au Canada et qu'on a un patrimoine et que fiscalement, c'est très compliqué. En fait, quand on quitte le Canada, on est obligé de... À partir du moment où on sort son patrimoine du Canada, on est taxé sur l'ensemble du patrimoine. Donc à ce moment-là, on prend quelques pas de recul et on se dit peut-être le Portugal, peut-être pas la France. C'est nos avocats fiscalistes, effectivement, quand ils regardent la France, ils nous disent c'est peut-être pas fiscalement ce qu'il y a de mieux. En revanche, ils vont nous dire là où vous avez envie de vivre, allez-y, vous gagnerez de l'argent et vous vous débrouillerez. On redémarre. Donc, voilà, on revient à ce que Marilyn disait tout à l'heure. La vision du banquier sur la partie fiscale. Non, c'est une partie que nous, on incite évidemment à traiter en amont, à préparer, puisque des gens le découvrent un peu après et parfois il est trop tard. C'est aussi le cas si on veut revendre sa résidence principale. Il faut savoir qu'une fois que vous n'y habitez plus, elle devient résidence secondaire. Et si vous décidez de la revendre quelques mois après votre arrivée au Canada, elle peut être taxée comme une résidence secondaire. La plus-value sur la revente. Donc là, il faut toujours anticiper ça. Mais je fais du pouce sur ce que disait Marilyn. Effectivement, on ne peut plus tricher et on n'incite évidemment pas à le faire. Et puis d'autant plus que depuis le 1er juillet dernier, il y a une règle de transmission automatique des données financières de tous les contribuables. Et que nous, quand on ouvre désormais des comptes dans toutes les institutions au Canada, on demande le NIF, numéro d'identification fiscale, et qui est croisé entre les comptes canadiens et les comptes français. Donc les oublis que pouvaient faire certains contribuables par le passé seront beaucoup plus facilement détectés dès à présent. On a une vraie transparence bancaire. Enfin, oui. On s'approche de la transparence bancaire absolue. On s'en approche. Et toutes les banques qui participent, Desjardins, bien sûr. Bien évidemment. Alors justement, on va aller interroger Denis Gendron, expert comptable. À quel moment un Français doit-il déclarer ses impôts et quelles en sont les démarches? Effectivement, déjà, pour déclarer ses impôts, évidemment, ça prend le numéro d'assurance sociale, ce qu'on appelle le NSA, sinon il ne pourra pas le faire, évidemment. Mais en fait, il n'y a pas de démarche particulière parce qu'il va faire comme n'importe quel autre Canadien. Il va faire sa déclaration d'impôt plus tard, le 30 avril de l'année qui finit pour l'année finissant le 31 décembre. Puis il va faire sa déclaration comme d'autres vont la faire. Donc, dès qu'il a son permis de travail, puis ici, il va faire une déclaration d'impôt exactement comme un autre Canadien. Évidemment, il va indiquer qu'il n'est pas Canadien. Puis c'est après ça que, par les traités fiscaux, mais il sera capable de se faire récupérer de l'argent pour éviter la double imposition. De retour sur le plateau, bien évidemment, et là maintenant, on va plus parler... Alors, on a vu comment ouvrir un compte, on a vu quels étaient les coûts de vie. On part de suite pour essayer de voir comment on va pouvoir investir et comment ça marche, comment ça fonctionne pour le crédit des particuliers. Parce qu'on a vu qu'il y a des moments où on ne peut pas louer, donc il va falloir que j'achète. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est vrai que comme il y a cet historique de crédit, ça peut pénaliser pour certains produits financiers quand on arrive au Canada. Alors, il y a plusieurs produits disponibles. Le premier, on en a parlé, c'est la carte de crédit. Donc, en fonction des institutions, on va vous l'accorder à votre arrivée. Parfois, on va vous l'accorder avec un dépôt de garantie. Par exemple, on vous ouvre une carte de crédit avec un maximum de 500 $, mais on vous demande de bloquer 500 $ sur un compte pendant 2 ans. C'est une option. Après, il y a le crédit habitation. Et là, comme on peut se garantir, nous, institutions, sur le bien immobilier, on est capable de prêter aux nouveaux arrivants. En gros, on peut financer un bien s'il y a un apport de 5 à 10% pour un résident.
Si vous êtes non résident, on peut aussi embarquer avec vous sur le financement et là, on va vous demander 35% d'apport. Et ça, c'est une spécificité des jardins? Alors non, c'est une règle générale de l'immobilier au Canada. Excusez-moi de vous faire parler de vos collègues. Non, mais moi je veux avoir une approche vraiment conseil et je donne l'heure juste sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est que chez Desjardins, on a toute une équipe qui est dédiée aux nouveaux arrivants et aux non-résidents. Donc moi, je suis basé à Paris et puis j'ai toute une équipe back-office qui peut accompagner les projets, que ce soit des projets d'immigration, que vous soyez étudiant, permis vacances-travail, travailleur qualifié ou immigrant investisseur. On a tous les experts qui peuvent vous renseigner, que ce soit dans vos logiques de placement ou autre. Très bien. Marie-Hélène, sur ce point, justement, parce que vous êtes tous les deux assez complémentaires, parce qu'il y en a un qui a, je dirais, le hard de l'argent et l'aspect RH, enfin humain et pur humain. Justement, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, des personnes vont louer avant d'acheter. Et sur les biens immobiliers, la location n'est pas comme en France, où il faut monter un dossier qui prouve qu'on a les revenus, 3 fois le revenu du loyer et tout. On peut louer un bien si le marché le permet, est ouvert, mais je pense notamment à Montréal, on peut louer un bien en signant un bail tout simplement. Il n'y a pas de preuve de revenus à faire derrière. Sauf si on nous demande mon niveau bancaire. Et puis il faut donner un dernier mois de loyer. Il y a quand même, mais c'est pas nécessairement, c'est comme l'état des lieux, c'est pas des choses qui sont obligatoires. Et d'ailleurs, on dit aux gens qui essayent de trouver des logements par eux-mêmes à distance ou même qui décident d'acheter un bien à distance, de toujours travailler avec des gens qui connaissent les deux territoires. Et ceux qui achètent maintenant, je pense qu'il y a une nouvelle loi qui est passée où ils doivent se présenter sur le territoire pour voir le bien avant. Donc, il y a toute cette partie, parfois, lorsqu'on est en lune de miel, on voit tout rose et tout beau, mais faites attention parce qu'il y a effectivement des gens qui peuvent prendre avantage de votre statut d'étranger qui vient d'arriver. Et la vision du droit? C'est, là encore, en fonction de l'endroit de la province, le droit n'est pas le même. Il y a des Canada. Il y a des réalités canadiennes, tout à fait. Voilà. Le Québec est un droit civil qui peut s'apparenter au système français, allemand ou italien. Le reste du Canada fonctionne sur la common law britannique ou américaine. Donc les règles de droit ne sont pas les mêmes. Comme dit Marie-Hélène, effectivement, se faire accompagner des bonnes personnes, se renseigner et pas se mettre les pieds dans une chose-trappe. On a, enfin, ce que je pense que tout ce qu'on dit là, c'est on n'a pas, enfin, on dit souvent je veux aller au Canada, mais en fait je veux pas aller au Canada. Il faut que je choisisse le Canada où j'ai envie d'aller. Alors justement, on en échange assez souvent. C'est justement cette vision très. Le Canada, c'est pas le Québec. Non, c'est le Québec et c'est la Colombie-Britannique, c'est l'Ontario, c'est les 12 provinces du Canada. Elles sont quand même sensiblement différentes. Si on revient en termes des loyers, des achats, par exemple, en ce moment, à Toronto, on vient de vivre un énorme boom immobilier. Il y a des différences qui sont énormes avec la France. Par exemple, au Canada, vous pouvez aller acheter un bien immobilier pour 500 000. S'il y a 10 personnes qui sont sur le dossier, le bien immobilier va se vendre 700 000. Alors que des plus-values comme ça qui ne se font pas ici en France. Au niveau de la location, vous n'avez pas du tout de protection du locataire comme en France. Un propriétaire peut vous mettre à la porte avec pas beaucoup de préavis, donc il faut quand même savoir ça. On a eu une petite... Il y a des dates à respecter, il y a la trêve hivernale. Oui, mais malheureusement, quand vous êtes dans des marchés comme Toronto, en ce moment, c'est dans les journaux quasiment tous les jours, c'est très difficile. On a des amis qui étaient expatriés, ils se sont retrouvés avec 3 maisons les unes à la suite des autres, 1 an, 1 an, 1 an. Parce qu'en fait, ils font des baux très courts, et au bout d'1 an, ils sont obligés de recommencer. Donc il faut connaître la réalité du marché avant de s'y implanter, et de savoir que ça peut être très difficile. Et ensuite d'acheter, on peut passer 1 an à essayer d'acquérir un bien parce qu'à chaque fois, il y a 10-12 personnes sur le bien. Alors, la vision du droit. Une petite nuance, c'est que le Québec est l'État québécois est beaucoup plus protecteur. Les loyers... Oui, la structure administrative qui s'appelle un État est plus protectrice. Il y a une régie du logement qui gère et qui a compétence exclusive pour gérer de tous les litiges sur un bail. Donc vous êtes locataire, vous êtes en chicane, comme disent les Québécois, avec votre propriétaire, ça ne se règle pas devant un tribunal de grande instance, c'est obligatoirement la régie du logement. Et la régie du logement est traditionnellement très protectrice
des locataires. Donc effectivement, vous allez en Alberta, vous avez une réalité un petit peu différente. Mais dans la réalité du Québec, on est beaucoup plus proche de la réalité française que de la réalité américaine, par exemple. Tout à fait. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait bien le tour de la vie au quotidien. Alors, simplement, puisqu'on va avoir dans quelques instants une deuxième émission où j'aurai les mêmes invités, peut-être une petite intro justement sur l'interculturel. Petite histoire, Marilène. Alors, si on parle un peu générique, on peut comparer le français comme une noix de coco et le canadien plutôt comme le fruit, l'avocat. Donc, oui, pas notre ami. Oui, c'est ça. En affaires comme au quotidien, eh bien, le français, il est compliqué d'établir le lien de confiance. Il faut frapper, revenir lorsqu'on vend quelque chose, revenir à plusieurs reprises, émettre pourquoi. Mais une fois qu'on rentre dans le lait de coco, tout baigne, le lien, tout va bien et ça se poursuit. Voilà. Le Canadien, beaucoup de Français en sont surpris. Au début, tout va bien, c'est sympathique et on donne la chance dès le départ. Par contre, lorsqu'on arrive au noyau, ben là, c'est plus compliqué. On ne va pas, parce que ça se passe bien, devenir ami avec la personne. Et puis, si on a perdu confiance, c'est compliqué de rétablir la confiance. Donc, la noix de coco et l'avocat. Et l'avocat, c'est justement le thème. Après, une petite histoire à la mimimati de notre amie Marilène. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette émission sur la vie au quotidien. Et on revient dans quelques instants, bien évidemment, pour parler d'interculturel.